nous a rejoint en plateau notre invité pour notre grand entretien de 19h30. Bonsoir Adel Bakawan, merci d'être avec nous, directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et je cite votre dernier ouvrage, La décomposition du Moyen-Orient, aux éditions Talendier. Se tiennent aujourd'hui à Washington des négociations entre la délégation libanaise et israélienne, réunion préparatoire pour des négociations directes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces rencontres aujourd'hui à Washington ? Beaucoup de choses et rien. Beaucoup de choses. Pourquoi ? Vous allez nous expliquer alors. Beaucoup de choses parce que tout simplement, c'est une réunion symboliquement très importante entre deux pays qui n'ont aucune relation, zéro relation. Pour un Libanais, le fait de rencontrer un Israélien, lui serrer la main, c'est déjà considéré comme un crime. Pourquoi ? C'est important de le souligner. Voilà, c'est interdit par la loi. Et donc, vous imaginez dans quelle situation on prépare cette rencontre. Le fait qu'un représentant, d'ailleurs une représentante, qui est d'origine druze, qui est mariée à un maronite. C'est très important, son parcours, l'ambassadrice libanaise à Washington, donc qui représente déjà socialement les deux grandes communautés au Liban. On rencontre un ambassadeur israélien qui n'est pas n'importe qui. L'ambassadeur d'Israël à Washington, c'est une grande personnalité. Et donc, se serre la main face à face, et non pas par intermédiaire n'est-ce pas, comme les Iraniens et les Américains auparavant à Oman, dans des pièces séparées. Là, c'est déjà symboliquement quelque chose d'important. Un événement, je dirais même une rupture très importante. Mais par contre, factuellement, le chemin est très très long parce que tout simplement, les Israéliens réclament le désarmement total du Hezbollah contre les 10% du territoire libanais occupé. Et dans le sud du Liban. Exactement. Et donc, on sait très bien, lorsqu'on entre dans les détails, il y a beaucoup, beaucoup de diables dans ces détails. Alors, on va reprendre les diables, rapidement. Est-ce que le premier diable n'est-il pas que, de toute façon, les autorités libanaises n'ont pas les moyens de désarmer le Hezbollah, encore moins totalement que même partiellement, et qu'il n'y a pas une immixtion du Hezbollah dans la population libanaise qui rend des choses très difficiles ? Tant que le Hezbollah, comme le seul parti politique, reste armé, je dis bien le seul et unique parti politique armé en dehors de l'État, voire contre l'État libanais, il n'y aura jamais des accords entre Israël et le Liban. Bon. Le Hezbollah, avant tout, c'est un problème des Libanais, c'est un problème de l'État libanais et de la société libanaise. Et comment régler ce problème ? Il n'y a pas 1000 options, vous n'avez que 12 options. C'est lesquelles, ces options ? La première option, c'est que les Libanais sont passés par les accords de Taïf. Grâce à ces accords-là, la totalité des partis politiques libanais ont accepté de rendre leurs armes à l'État, à part le Hezbollah. Les Libanais, sur lesquels on fait des études, nous disent, mais au nom de quelle légitimité un seul parti politique garde ses armes contre l'État, contre le gouvernement et contre les autres partis politiques, parce que vous avez vu, le Hezbollah a menacé le président de la République, n'est-ce pas ? Joseph Aoun. Alors donc, il n'y a que deux options. La première option, que le Hezbollah sous-libanise, on se dépasdaranise. Je m'explique. Oui, traduction. Et on peut y croire ? Alors, traduction déjà pour que tout le monde suive bien votre réflexion. Les Pasdarans, ce sont les gardiens de la révolution islamique. En 1982, les gardiens de la révolution islamique mettent en place 12 organisations miliciennes. La première, c'est Badr en Irak, l'organisation Badr contre le régime de Saddam Hussein, même année. Et la deuxième organisation, c'est le Hezbollah libanais. Se sont considérés comme 12 divisions des Pasdarans, des gardiens de la révolution islamique en Irak et au Liban. Pour que le Hezbollah soit affaibli, il faudrait que l'Iran cesse de fournir des armes au Hezbollah. C'est ce que vous voulez dire, ou d'envoyer des hommes au Liban. La première option, d'une manière pacifique, normalisée, le Hezbollah accepte à se libaniser, à se nationaliser, à se arabiser. Arabiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les Pasdarans, ce sont des Perses. Là, eux, ce sont des Arabes. Donc, ne plus dépendre de l'Iran. Ça, c'est la première option. C'est le premier. Ce qui est peu probable. Petit corollaire sur votre première option. Est-ce qu'on peut avoir confiance à un parti terroriste ?
Alors, donc, En gros, alors vous appelez, ou en gros, il y a une partie politique, une partie militaire, mais est-ce qu'on peut avoir confiance en eux? Alors, donc, la confiance, c'est de l'ordre éthique et moral. Moi, je vais vous mettre devant les données factuelles. Factuellement, cette option n'est pas disponible. Pourquoi c'est pas disponible? Parce que tout simplement, le Hezbollah ne détient pas l'autonomie de décision. La décision est prise à Téhéran et non pas chez Naïm Qassem, le secrétaire général du parti politique. Le secrétaire général du Hezbollah reçoit l'ordre. Il n'émet pas l'ordre. Il exécute l'ordre des Pasdaran. Je vous donne un exemple. On est toujours dans la première option. Pendant cette guerre-là, ce n'est pas la guerre des Libanais. C'est la guerre entre l'Iran d'un côté, les États-Unis et Israël, n'est-ce pas? Pourquoi le Hezbollah pourquoi Naïm Qassem n'a pas consulté le président de la République, le Premier ministre, sinon ses propres partenaires à l'Assemblée nationale? Oui, ce que vous voulez dire, c'est que le Hezbollah, c'est un adversaire de l'intérieur du président de la République, voilà, des différents partis existants. La question qui se pose, c'est comment concrètement réussir, parce que vous le disiez, dans les négociations sur la table, en fait, il y a 2 points essentiels. Il y a désarmer le Hezbollah et conserver l'intégrité territoriale. Et si vous me permettez rapidement la deuxième option. Alors, deuxième option, c'est que si jamais cette option n'est pas disponible, si jamais les gardiens de la révolution n'acceptent et vous dites qu'elle n'est pas disponible. N'accepteront pas, par exemple, désarmer le Hezbollah pour sauver les chiites au Liban, parce qu'il faut quand même les sauver. Si les Iraniens n'accepteront pas ça, alors dans ce cas-là, la responsabilité de la communauté internationale, si jamais cette communauté souhaite avoir un État libanais souverain, une société libanaise, un gouvernement libanais souverain et autonome, et bien la communauté, aujourd'hui, pour répondre à votre question, non, l'État libanais est en situation de faillite, même avant cette guerre, la faillite totale. J'ai été à Beyrouth, vous avez un ministère avec un ministre et 2 ou 3 employés, il n'y a rien. Il n'y a rien ne fonctionne. L'économie, le politique, le social, tout est en situation de faillite. Le pouvoir libanais est trop faible pour faire face au le Hezbollah. Si jamais la communauté internationale souhaite avoir un État libanais autonome, souverain, eh ben cette communauté internationale, en premier, les États-Unis, doivent se réengager à la fois financièrement, parce que l'armée libanaise, le salaire d'un soldat libanais n'est même pas un quart du salaire d'un combattant du Hezbollah. Donc financièrement et surtout militairement pour renforcer l'armée libanaise afin que cette armée-là... Mais au nom de quoi on va aller c'est une vision... Afin que cette armée-là désarme le Hezbollah par la violence. Il n'y a pas d'autre option. Vous n'avez pas d'autre option. Israël ne pourra jamais... Les États-Unis ne pourront jamais, la France ne pourra jamais, le Royaume, personne, aucun État, même les Iraniens, personne ne peut désarmer le Hezbollah. Le seul qui peut désarmer le Hezbollah, ce sont les Libanais. Et les Libanais, il faut les armer et il faut les financer. Or, nous, la communauté internationale, nous n'avons jamais assumé notre responsabilité. Alors, simplement, vous dites, mais on dit qu'il y a un mélange dans la population. C'est-à-dire, il y avait un article dans Libération ou dans Le Monde disant qu'il y a des gens de l'armée libanaise et ils ont leurs cousins qui est dans le Hezbollah et qui doivent aller neutraliser. Que tout est imbriqué. Que tout est imbriqué, qu'il y a des chiites des 2 côtés, que c'est extrêmement compliqué. Est-ce que c'est simple? Non. Pour répondre à votre question, oui, bien évidemment. Au-delà de l'Orient 30% de l'armée libanaise est composée des chiites. Voilà. Et à l'intérieur de la base sociologique chiite, il y a une bonne partie qui adhère au Hezbollah. 2, à l'intérieur de cette armée libanaise, il y a encore des acteurs qui pensent que le Hezbollah est un parti de la résistance. Et ensuite, oui, la scène libanaise est très complexe. Mais ce n'est pas parce que la scène est complexe, la communauté internationale doit abandonner. En fait, nous n'avons que 2 choix. Ou bien laisser le Liban, comme l'Irak, en décomposition. Vous avez cité mon livre. En fait, on a 3 catégories d'États. La décomposition du Moyen-Orient. On a 3 catégories d'États. Je ne rentre pas dans les détails. Le Liban et l'Irak, je les mets dans la catégorie décomposée. Des États décomposés, en cours de décomposition. Ou bien on laisse cette décomposition arrive à terme, donc on aura 3 États ou 4, un État maronite, chiite, sunnite, druze, etc., comme en Irak, chiite, sunnite, kurde, ou bien la communauté internationale, malgré la complexité, doit assumer ses responsabilités et intervenir fortement. Et le seul qui peut intervenir vraiment, factuellement et concrètement, et qui peut sauver le Liban,
ce n'est pas les Européens, ce sont les États-Unis. Adel Bakawan, rapidement pour conclure sur ce point, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes inquiet d'une potentielle reprise de la guerre civile au Liban? Ah oui, absolument. Pourquoi? Parce que le Hezbollah n'est absolument pas disposé à se libaniser, à se nationaliser, à s'intégrer dans le champ politique. Et ensuite, le Hezbollah menace lourdement le Premier ministre, le président de la République. Vous savez, le gouvernement libanais, pour la première fois depuis toujours, a émis un décret en interdisant les activités militaires de Hezbollah. Or, le Hezbollah a une représentation à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est dans la Constitution. Voilà. Donc, bien sûr, mais je voulais dire que c'est un événement majeur. Et le président de la République, parce qu'ils se sentent menacés par rapport à cette négociation à Washington, pour la première fois, le président de la République demande à sa base sociale, à la fois maronite, sunnite et druze, de descendre dans la rue pour apporter leur soutien. Pour apporter leur soutien à ces négociations. On va avancer en ce 55e jour de guerre au Moyen-Orient. L'Iran et les États-Unis se rendent coup pour coup. Et avec toujours ce conflit qui se cristallise autour du détroit d'Ormuz. On est dans une situation ni de guerre, ni de paix. C'est un entre-deux qui peut durer longtemps, selon vous? Écoutez, le président Trump, on peut bien évidemment critiquer sa communication qui n'est absolument pas cohérente. Mais par contre, il a une stratégie cohérente. Je ne dis pas que c'est la bonne stratégie, mais il a quand même une stratégie. Je m'explique. Lorsqu'il était oui, aidez-nous, parce que c'est vrai que parfois ici, on est un petit peu perdu dans la lecture de la stratégie du président américain. Lorsqu'il était à la table de négociation, il y a 56 jours. 56 jours. Il voulait absolument faire capituler les Pasdaran, les gardiens de la Révolution. Oui, pas négocier, les mettre à genoux. Exactement. Il n'est pas venu pour négocier. Il est venu avec cinq exigences très importantes. Je ne vais pas les citer, on n'a pas de temps. Alors, donc, il demande aux Pasdaran, si vous acceptez les 5 exigences, je vous propose la levée des sanctions, je vous propose de vous réintégrer au sein de la communauté internationale et je vous donne la garantie de la non-agression. La prochaine fois, vous ne serez jamais agressé. Les Pasdaran n'acceptaient pas ça. Ils voulaient négocier sur la durée. Parce que la dernière fois, sur un seul élément, il y a eu la négociation entre la communauté internationale et les Iraniens sur le programme atomique. Vous savez, ça a duré 20 mois, de 2013 à 2015, 20 mois. Et là, Donald Trump, il voulait en 24 heures faire plier les Pasdaran. Ce n'est pas leur manière de négocier. Il n'a pas réussi. Et parce qu'il n'a pas réussi, il a gardé sa stratégie. Il s'est dit, je vais frapper. Lourdement frappé. Je vais décapiter les têtes les plus importantes du régime. Et c'est vrai aussi, en quelques secondes, quand même, 42 personnalités éliminées. Dont le guide suprême. Dont le guide suprême. En frappant lourdement, je les oblige à revenir à la table de négociation pour mieux capituler. Or, erreur à Islamabad, exact, je dirais, erreur méthodologique. C'est la méthode qui ne fonctionne pas. Sa stratégie est toujours là à faire plier les Pasdaran. Lorsque les Pasdaran reviennent à Islamabad, ils sont beaucoup plus exigeants qu'il y a 55 jours. Et donc maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe? Ils changent le paradigme, ils changent la méthode. Désormais, ils abandonnent le militaire pour adopter comme méthode ce qui est économique. Parce qu'il sait très bien que 90% de l'économie iranienne, c'est du pétrole. Et 90% du pétrole iranien passe par le détroit d'Ormuz. En bloquant le détroit d'Ormuz, il bloque 90% du pétrole de l'économie iranienne. Et sur les 90% de l'économie iranienne, vous savez, la part des Pasdaran, la part des gardiens de la révolution qui négocient, c'est 60%. 60% de cette économie appartient aux Pasdaran. Et donc là, Donald Trump frappe lourdement le cœur existentiel de la République islamique. Alors, est-ce que ça peut marcher? Alors, ça... Donc, c'est une question très importante. C'est une question très importante. Pourquoi? Parce que je voudrais juste vous faire réagir à une information qui vient de nous parvenir à l'instant. Il y a des explosions à Téhéran. Le système de défense aérienne a été activé selon des médias iraniens. On peut assister là maintenant à la décision de Donald Trump de reprendre la guerre. Est-ce que vous étiez en train d'exprimer cette volonté de faire capituler le régime iranien, d'y aller par la force? Est-ce que là... ça peut être une option prise ce soir par Donald Trump? Entre la question de Nathalie et votre question, est-ce que ça peut marcher?
On ne sait pas, nous n'avons pas de garantie. Quand on nous dit que l'inflation, voilà. et là, l'inflation est monstrueuse en Iran et qu'au bout d'un moment, la population pourrait se révolter. Ça, c'est le pari de Donald Trump. Est-ce que ça marche? Et si ça ne marche pas? Donald Trump n'est pas un structuraliste, c'est un interactionniste. Je m'exprime. Un structuraliste est là avec une méthode, une stratégie, et ça ne change jamais. Lui, c'est un interactionniste qui entre dans une situation, il regarde les acteurs, il regarde les situations, il regarde les scènes, et en fonction de tout ça, il s'adapte. Et là, par exemple, si jamais le blocus ne fonctionne pas, il n'aura que 12 choix, 12 options. Le blocus, donc des ports iraniens. Voilà, 12 options. La première option, une action militaire radicale. Il a déjà menacé, n'est-ce pas? Une action militaire radicale, ça veut dire que c'est la destruction de toutes les centrales électriques, les ponts, les infrastructures militaires, économiques, les universités, etc., pour mettre en panne la totalité de la République islamique. Ça, c'est la première option. D'ailleurs, je vous arrête sur cette option-là parce qu'il y a eu une autre dépêche qui nous est parvenue en fin de journée avec Israël qui a dit attendre le feu vert de Donald Trump pour ramener l'Iran à l'âge de pierre. On est là dans cette poussée peut-être ce soir de la part et des Israéliens et donc des Américains? Ça, c'est la première option. J'ai discuté avec un diplomate moyen-oriental ce matin en détail par rapport à tous ces sujets. Il vous disait quoi? Il me disait, ça, c'est la première option. La deuxième option... De taper fort, très fort. C'est la première option, c'est vraiment, il faut qu'il rase. Il rase. Sinon, il ne s'en sortira pas. Il restera encore des mois et des mois. On arrive au mois de novembre, élection mi-mandat, et il est encore dans cette guerre. Mais pardon, je vous arrête sur la première option. On va avoir le temps de parler de la deuxième option, mais cette première option est absolument terrifiante pour la population iranienne. Dans tous ces rapports de force, le facteur le plus oublié, le plus perdant, c'est le peuple iranien. Personne ne parle du peuple iranien, ni Donald Trump, ni les Pasdaran, ni les pays arabes, ni les Pakistanais, ni les Turcs, ni les Égyptiens. Personne, non, le peuple iranien est abandonné. La deuxième option, là aussi, c'est vraiment très pertinente. Je l'ai déjà abordé sur plusieurs plateaux, c'est le retour aux assassinats ciblés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une action militaire radicale qui rase tout me coûte politiquement très cher, me coûte militairement très très cher. Mais par contre, si j'élimine les éléments au sein du régime qui bloquent la négociation, alors là, on a l'impression que tous est sur la même ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable, ou alors vous pensez, ou vous savez, qu'il y a déjà un embryon d'opposition en Iran, c'est-à-dire quelqu'un qui est susceptible de ne pas être abattu, justement, pour qu'on puisse s'appuyer sur lui. Ou est-ce qu'il y a une diversité de personnes? Voilà. Parce que si on le cible et qu'on tue tout le monde... Je vais simplifier les choses. Oui, souvent, on me demande qui prend la décision en Iran, depuis la disparition de Ali Khamenei. Écoutez, personne, en tant que personne, mais une institution. Il y a une institution qui s'appelle le Conseil suprême de la sécurité nationale. Dans cette institution, il y a 4 tendances. Vraiment antagonistes. Certes, le régime il est tout sauf démocratique par rapport au peuple. Mais à l'intérieur de cette institution, parce qu'ils ont le même objectif, sauver le régime, sauver la République islamique, il y a une liberté de parole. La première tendance, c'est la tendance des Pasdaran, des gardiens de la révolution islamique. C'est la tendance la plus dure? La plus dure, la plus radicale, qui refuse la négociation et qui pense qu'ils ont gagné la guerre, il faut continuer. Et qui est incarné aujourd'hui par Ahmad Vaidi, c'est bien ça, exactement, le nouveau chef des gardiens de la Révolution. C'est lui qui a fait la guerre Iran-Irak, c'est lui qui dirigeait la force Al-Quds, qui est responsable des opérations extérieures, c'est lui qui était le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui était responsable de la répression du peuple. Lui, il est pour que la guerre dure. Voilà. Il ne veut pas de négociation. Exactement. Ou négociation avec des conditions iraniennes. Face à lui, vous avez la tendance nationaliste au sein de ce régime. La tendance nationaliste, il n'est absolument pas pour cette guerre-là, ni pour le Liban, ni pour Gaza, ni pour Cisjordanie, ni pour l'Irak, ni pour le Yémen. Ils pensent que ces acteurs-là pensent que l'Iran doit être au centre de toutes les gravités. On négocie avec le diable en personne pour sauver l'Iran. Nous, notre iranité, c'est notre bien commun. Ça, c'est Mohamed Galibaf? Non, c'est Zarif, c'est Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, c'est Rouhani. C'est une grande tendance. Une grande tendance. Ils sont pour la négociation. Entre les deux, là, vous avez la troisième tendance, c'est Galibaf.
Qalibaf, c'est un général qui vient du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est quelqu'un qui a fait la guerre Iran-Irak. C'est quelqu'un qui est proche de la famille du Mujtaba. Avec Mujtaba, Mujtaba Khamenei, le nouveau guide, ils étaient enfants. Dont on va parler juste après. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Lui, maintenant, exactement, et j'y arrive, et lui, il navigue entre les deux tendances. Et la quatrième tendance, c'est le bureau guide. Historiquement, le bureau guide est là pour avoir une seule mission. Le guide suprême iranien, exactement, trancher entre les différents groupes. Or, aujourd'hui, le guide Mujtaba, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais entendu, on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas ici, il est dans le coma, on ne sait pas si c'est pour des raisons sécuritaires, personne n'a accès à lui ou pas. Donc... Il y avait des informations aujourd'hui du New York Times disant qu'il était vif d'esprit et actif, qu'il a subi 3 interventions chirurgicales, une jambe, qu'il attend une prothèse, voilà, qu'il est grièvement blessé, mais en vie. Quel crédit vous donnez-vous à ces informations parues dans la presse américaine? Ce que je sais, c'est que les Pasdaran ou même les gardiens de la Révolution ont reconnu que Muqtada a été blessé dès le premier jour, le matin de la même attaque contre son père et ses compagnons. Donc ça, ou moi, on a cette information que Muqtada est blessé. À quel degré? Maintenant, on a beaucoup d'informations. Moi, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que Muqtada n'est pas accessible. On ne le voit pas, on ne l'entend pas. Et même, on dit, même les Pasdaran ne peuvent pas avoir accès à Mujtaba. Et parce que Mujtaba n'est pas là, personne n'est là pour trancher, personne n'est là pour arbitrer. Et donc, c'est les rapports de force. C'est très étrange, c'est une sorte de guide suprême fantôme. Exactement. Et c'est dans la tradition chiite, vous savez, c'est connu, comme on appelle l'imam caché, qu'on ne le voit pas, qu'on ne l'entend pas, et on attend toujours son retour. Donc, est-ce qu'il pourrait être mort? C'est possible. C'est possible. Moi, personnellement, je n'ai aucune information, ni moi, ni vous, mais c'est une hypothèse tout à fait favorable, tout à fait accessible, je voulais dire tout à fait traitable, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est qu'en son absence, là, les différents groupes gèrent les rapports de force en termes de domination. Qui est le plus fort? Aujourd'hui, ce sont les gardiens de la révolution islamique qui sont les plus forts. Juste une toute petite question sur les gardiens de la révolution. Est-ce que c'est par idéologie, par islamisme radical, ou c'est aussi pour des intérêts financiers? Quelle est la part de religiosité et la part de gens qu'on pourrait éventuellement atteindre par les biens ou tous les comptes qui ont été disséminés, ouverts au Qatar, ouverts ailleurs, et tout ça? Quelle est la part entre les deux? Ces gens qui croient vraiment à ça? Écoutez, on m'a posé la question ce matin, comment on devient Pasdar? Comment on devient membre du gardien de la révolution islamique? Il y a plusieurs étapes. Il y a un vrai programme de socialisation et de resocialisation. D'abord, vous devez passer par la base Basiji. Les Basiji sont à peu près 600 000 personnes. C'est la milice de la République islamique d'Iran qui se déploie un peu partout dans toutes les villes, tous les villages. Une fois que vous passez par le filtre des Basiji, eux, ils viennent à l'âge de 14, 15, 16, 17, donc on les formate. 18 ans. Voilà, on vous met dans un programme d'éducation, etc. Ça, c'était avant. Mais pour répondre à votre question, depuis la fin de la guerre Iran-Irak, les Pasdarans, ils se sont embourgeoisés. Oui. Embourgeoisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont 60% de l'économie iranienne. C'est énorme de l'économie. 60% de l'économie. C'est pas n'importe quel État. Ils ont capté une grande partie de l'économie iranienne. Pas une partie, et des ressources. Une grande partie. 60% de l'économie. Et l'Iran, c'est un État... L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni réunis 90 millions d'habitants. Donc c'est lorsque vous avez 70% de 60% de l'économie, c'est que vous avez là, ce n'est absolument pas pour rien quand vous étudiez le parcours des généraux. Ils sont tous des généraux, mais ils ont obtenu des doctorats en économie, en géopolitique. Ils sont en même temps le président des universités. Et ils gèrent en même temps des entreprises multinationales un peu partout. Mujtaba lui-même, avant de devenir le guide, il était un businessman. Et son père avait placé aussi pas mal de... Voilà. Aussi. Et donc, oui, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui est au centre de gravité? L'idéologie ou l'économie? C'est l'économie qui est au centre de gravité. Pourquoi on ne les frappe pas là? Pourquoi on ne peut pas les frapper là? C'est ce qu'il fait Donald Trump. Oui, mais frapper avec les biens qu'ils peuvent avoir... Les comptes qu'ils peuvent avoir dans c'est pas placé. Vous avez entendu Donald Trump hier après-midi a dit clairement, aujourd'hui, il y a un blocus sur le détroit d'Ormuz. S'ils ne reviennent pas à Islamabad pour négocier,
il est fort probable que j'impose un embargo total sur cette économie iranienne. Vous pensez que là, peut-être, les Iraniens sont allés trop loin dans ce rapport de force avec Donald Trump en n'allant pas au Pakistan? Je ne sais pas, peut-être qu'ils se rendront, mais là, ça fait plusieurs jours qu'on attend. Est-ce qu'ils ont eu finalement la patience de Donald Trump arrive là ce soir à ses limites avec, je le rappelle, ces explosions qui ont retenti ce soir à Téhéran? Écoutez, Donald Trump a un vrai problème. Son problème, c'est que les Iraniens sont entrés dans cette guerre totalement. Ils sont dans la guerre totale. Donald Trump n'est entré dans cette guerre que partiellement. On connaît tous la capacité militaire américaine. C'est la première armée au monde, la première puissance militaire au monde. Est-ce que les États-Unis disposent des moyens nécessaires pour détruire la totalité de la République islamique d'Iran? Oui. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non, il l'a pas. Et Donald Trump ne souhaite pas entrer en chair et en os, comme on dit, dans cette guerre-là. Donald Trump, sa politique, c'est faire plier, capituler les Pasdaran. Seulement les Pasdaran, malgré 40 jours de bombardement, ils sont encore là. Ils frappent non seulement Israël, mais aussi l'Arabie Saoudite, le Koweït, tous les pays du monde. Alors donc, personnellement, je pense que Donald Trump n'aura pas le choix. Ou bien il doit lui-même capituler, ou bien il doit passer par une action radicale, sinon, à un moment donné, la négociation doit arriver à terme. Merci Adel Bakawan d'avoir été notre invitée ce soir. Merci Nathalie Saint-Cric d'avoir été à mes côtés pour cette interview. Je le rappelle, donc cette information ce soir, des explosions ont retenti à Téhéran. Le système de défense anti-aérienne a été activé. On va suivre cette actualité de très près sur notre antenne. Et pour le moment, c'est l'heure du JT Monde.